J'ai beaucoup aimé une chanson de Moustaki qui rappelle un peu le charme d'une vie nomade avec sa barbe grisonnante déjà, un côté sage. Je l'avais vu sur scène quelquefois. Bon, j'insiste sur cette rencontre avec une chanson, notamment ce refrain, avec ma gueule de métèque, de pâtre grec, de juif errant. Ce sont des paroles, ces paroles, ces mots donc, qui reviennent en boucle. Et je ne sais pas chanter cette ritournelle. Je vous en laisse découvrir l'air. Le mouvement d'air, celui du juif errant, par conséquent, dont il sera question ici. Le juif errant, c'était par exemple pour moi, dans mon imaginaire, l'aventure d'un paysage qui passe par des lieux imaginaires autant que métaphysiques. Diaspora me paraît du coup un meilleur mot qu'exode, même si une ligne de fuite trace un chemin et doit compter sur un paysage. Et qu'un désir de revenir au pays, paysage et pays étant liés, même s'il est question d'un pays où l'on n'arrive sans doute jamais. Cette chanson de Moustaki, en tout cas, consonne avec l'époque un peu folle du grand roman de Kerouac, Sur la route, ou encore Le clochard céleste. Et c'était dans mon esprit, autour des années 70, une vie nomade à la Blueberry. Et en même temps se précise soudain une conscience assez vive de quelque chose de bien moins gai, enfin des génocides. Et on découvre avec horreur les films tout à fait bouleversants de Lanzmann et l'antisémitisme, dont le mot d'ailleurs n'a de sens que devant l'horreur des camps, des barbelés, des espaces d'enfermement et d'extermination. La question devenait soudain celle de la méfiance devant l'autorité sédentaire, devant l'immoralité foncière des États qui tiraient profit de la guerre et que Freud essaie d'approcher dans ses considérations sur la mort et la guerre. Une espèce de doute planait ainsi sur la forme du pouvoir, ces pouvoirs qui s'incarnent dans une politique autoritaire, Foucault certes, hein, de surveiller et punir, et encore la figure de l'État totalitaire qui était dénoncée, me semble-t-il aussi, en rapport avec la formule de Hegel concernant justement l'État comme le monstre le plus froid. Et le Léviathan nous faisait horreur dans la croyance en une autre vie, heureusement. Et donc c'était, par toutes ces particularités d'époque, une urgence, celle qui consistait à interroger des horizons nouveaux, à poser des questions étonnantes. La plus géniale, la plus engageante était issue peut-être de l'ethnologie. Est-il pensable de vivre, c'était la question de Clastres, dans une société sans État? Comment penser une société sans Léviathan? Et sans doute se reposait le désir d'un pays plus que d'une nation, un pays et un dépaysement dont la ville de Jérusalem portait peut-être le flambeau dans l'imaginaire collectif. Une voie de passage, en tout cas. Voilà donc un pays plus qu'un État avec ses singularités topologiques, ses canyons et ses tracés physiques. Il y avait donc le livre majeur de cette époque. Je veux parler de ce livre donc, de Clastres aux éditions de Minuit, dont la thèse est précisément celle d'une société sans État, un mode d'existence en tout cas où les commandements véritables sont séparés du pouvoir. Alors ces commandements sont certes ceux qui accompagnent un exode, un chemin de conduite dans le grand dehors, installé sur un sentier, sur la route. Comment affronter alors du coup tant de frontières sans commandement? Ce mot commandement me rappelle une exigence qui est celle du voyage et le beau film de Cécile 2000. Et puis quelque chose de rebelle dans d'autres univers filmiques comme Spartacus de Kubrick. Regard tourné vers les exclus au lieu des bourreaux. Voici en tout cas des commandements nettement séparés du pouvoir. Et puis, ils n'ont pas d'origine, ces commandements. Ils n'appartiennent pas à des élus qui n'en auraient pas besoin, en vertu même de cette élection. Les 10 commandements s'expriment curieusement dans une arche toujours déjà perdue pour un peuple en route.
qui pourrait les retrouver et les authentifier? Une tradition orale, évidemment. Une loi non écrite, impossible à visualiser sur une table. Ces lois non écrites ne peuvent qu'être réécrites en un discours indirect que Lévinas pourrait certes nous aider à entendre également par ses lectures talmudiques. Freud nous l'apprend en tout cas, le combat des chefs d'État n'est jamais en rapport avec les commandements que Moïse a d'ailleurs laissé tomber comme par accident. Freud décrit subtilement le Moïse de Michel-Ange sur le point de laisser s'échapper l'étape de la loi qui devait se briser en 1000 morceaux, qui du coup nous renvoie vers une politique qui serait cette politique de l'homme de la colère, hors de soi. Il ne reste donc plus que forcément des réécritures pour des commandements qui n'ont pas force de loi. Une dissémination sur Terre, œcuménique, sans s'incarner dans un état historique, quitte à survivre dans la forme d'un pays, d'un paysage sans frontières. Israël, enfin, qui communique peut-être avec d'autres topologies, en tout cas, que celle de l'État. Ce serait une géographie pour fonder la forme d'un État correspondant plus qu'une histoire. Les commandements, c'est ce qui reste en dehors de tout État, avec des réécritures en marge qui sont comme un parcours. À l'origine, il n'y a que des points de passage, des axes d'orientation, mais pas de loi, pas de fondement possible, des conduites dans un exode qui relève d'une autre pratique, d'une autre pragmatique. Et alors ces commandements forment des impératifs, dirions-nous, hypothétiques, dont le devoir n'est pas redevable de la forme de l'État en tant que constitution historique. Même Abraham se place déjà devant un commandement qui ne demande pas d'aboutir, qui n'est pas catégorique, toujours suspendu en fait. Israël s'inscrit dans ce suspens de la force constitutionnelle. Israël devait ainsi se présenter plutôt comme le lieu d'un pays, un pays où les Juifs pouvaient nomadiser sur place, immobiles à grands pas, étrangers selon leur propre langue, dans leur littérature, dans les mathématiques célestes, très éloignées de l'intégrisme militaire. Autant d'impératifs dont l'hypothèse, la forme réfléchissante, n'entre pas tout à fait donc sous la force d'une loi. Aussi, au lieu de comprendre cette universalisation des commandements comme autorité religieuse, prête à évangéliser ou à coloniser, je la verrais plutôt avec Lyotard dans une réflexion que les Grecs aussi ont également pratiquée sur le mode d'une éthique. Je vais parler de l'équité grecque dans ce moment qu'Aristote déjà situait en dehors de l'État, à la marge, à la frontière, au sein de zones géographiques particulières où les règles à créer seront supérieures au droit positif et aux consignes du législateur. Le commandement étant plutôt ici celui d'un capitaine perdu sur un navire livré à une réglementation qu'il s'agissait de repenser ou en tout cas de créer, voire d'inventer dans l'usage d'un jugement réfléchissant. Des instructions païennes, disait Lyotard, capables de faire cohabiter bien des dieux dans des situations que le législateur ignore, selon des marges à l'extrémité de tout pouvoir. Alors il faut imaginer un pays où les païens des uns et des autres se rencontrent, là où celui qui est le barbare de l'autre réussit à cohabiter dans un polythéisme raisonnable. Les Grecs n'avaient jamais assez de dieux, et les Romains étaient également dans une pléthore polythéiste, polyesthétique peut-être aussi, que le christianisme aura achevé une fois pour toutes. On peut dire que dans un tel contexte géographique, la place du chef unique, ou même celle du législateur, est finalement inscrite sous le signe de la méfiance. On peut que se méfier d'un ordre unique en dehors des conditions nomades de l'équité, de l'égalité et même des formes de l'échange qui constituent l'existence d'une société. Et Freud était là, encore une fois, pour nous rappeler qu'il faut abandonner l'identification au père, qui était la horde des frères,
se laisser porter plutôt par un rapport à la mer. C'était dans Totem et Tabou la solution d'une société possible, un matriarcat qui est la vraie chance de l'avenir. Et le rêve chevelu du hippie, proche de celui des kibboutz, constituait dans le Larzac de ma jeunesse une forme de modèle pour des communautés d'amour plus que de guerre. La terre, donc, comme une mère, c'est l'idée du pays par opposition à la nation, à l'identité, à l'identification dont Freud avait dénoncé la violence fratricide du rapport au père. Retourner au pays, ce n'était pas du tout le sens de l'État qui se réclame de l'identité. C'était une autre forme de l'État incontestablement à réinventer. Une utopie, certes, je le concède, et comme toute utopie sans terre autre que promise. En fait, on s'éloigne sans doute ici des discours actuels de la politique, du discours des armées, elles qui rêvent de puissance, d'une seule légion du peuple. La vie des Juifs dans notre imaginaire, en tout cas, me semblait, avant les bombardements récents, et dévastateur, constituer une utopie créatrice, un idéal de société, la chance d'une société sans État dominateur en recherche d'une histoire. L'État se révélait davantage peut-être dans l'horreur des dystopies dont les camps avaient montré l'épouvante. En termes d'utopie, on rêverait donc davantage d'échapper à l'apocalypse toujours promise par les sociétés soumise à un chef historique dont la royauté serait absolue. On raffolerait plutôt de la figure féminine d'Antigone qui résonne avec le rêve d'une société sans État. Le droit naturel contre la loi de Créon, mais c'est aussi le métèque, le juif errant, dont Moustaki m'a tout à l'heure soufflé la formule. Tout ça pour dire en même temps, et mieux que Clastres, dans un livre encore trop ethnologique, l'exigence d'une forme d'hospitalité. Et c'est le juif Derrida qui avait donné à cette forme pacifique une extraordinaire amplitude philosophique que l'État national toujours rendait finalement problématique. La diaspora israélienne qui faisait son exode n'est en tout cas pas l'État d'Israël en tant qu'histoire. Et le mot antisémitisme n'a peut-être ou n'a peut-être plus tout à fait le même sens devant le juif errant que pour le juif devenu colon. Une fois incarné en un État, on entre dans l'histoire et dans des histoires. On s'expose autrement à la critique. On ne peut pas ne pas discuter avec les autres États. Il est indispensable de s'ouvrir à la diplomatie. On ne peut plus prendre la parole dans un État constitué sans tenir compte des discussions internationales et tout ça en abandonnant du même coup la forme d'innocence erratique d'un peuple en fuite, d'un peuple en exode. On n'est plus dans cette figure-là, on se condamne à pénétrer plutôt dans des négociations serrées avec d'autres instances internationales, avec aussi la nécessité de se placer au niveau d'une critique qui n'est pas située sur le front de l'antisémitisme. Un État par rapport à un autre État est soumis à des tractations qui ne peuvent pas s'inscrire sous des commandements équanimes et donc à des conflits dont les joutes et les désaccords sont la norme sans appartenir à une destination religieuse. Dans le cadre d'une discussion diplomatique, on peut supposer qu'un même pays du coup, était donc possible en Israël avec les Palestiniens, dont la reconnaissance est également un droit. Et c'est ce que j'entendais dans la chanson de Moustaki. Ce n'est plus un air militaire, ni la parade vindicative du colon qui s'approprie des terres d'un autre. Historiquement, les colonies ont fait leur temps et ont montré partout leur impasse. Et il n'y a plus de colonialisme philosophiquement défendable. Toutes les colonies ont montré un échec, déconstruites de l'intérieur d'ailleurs par leur inhumanité. Elles sont inégalitaires, proches de une logique des réserves imposées aux Amérindiens, pour faire une comparaison, peut-être proches souvent aussi des modalités de l'esclavage. La paix n'est pas de ce côté. On ne peut traiter de bête ses semblables, et ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est au fond toute diplomatie qui le revendique. Bien sûr,
comment pourrait-on taire les agressions horribles récentes des nombreux otages, la terreur au Bataclan, à Moscou, en Israël? Et que dire des nombreuses bombes, des missiles envoyés récemment par l'Iran? Il fallait bien un bouclier militaire qui le contesterait. Alors, mais si la reconnaissance de la Palestine est nécessaire, urgente, il faudrait évidemment aussi interroger de quel État il sera question. Cela dit, le rejet, l'anticompréhension de l'autre, la haine de son existence, conduisant à 40 000 morts, est incompréhensible, sans parler des nombreux blessés très graves du côté de la Palestine. Aucun animal ne recourt à une telle extrémité dans la défense de son territoire. Je trouve que d'ailleurs Derrida justement donnera à l'animal un statut qui est en vérité celui de la paix. L'animal n'est pas la bête de l'Apocalypse et la bêtise est un mot d'ailleurs très étrange. L'animal est certes pauvre en monde. C'est une formule que Derrida va reprendre longuement. L'animal est pauvre en monde. Admettons que l'animal soit pauvre en monde. Ne pourrait-on retourner cette formule et en reformuler le sens? Ne serait-ce pas sous cette pauvreté connue par tous les animaux, la qualité même du vivant, précisément en ce que le monde ne peut appartenir à personne? Personne n'est riche en terre, n'est riche en monde. C'est l'inverse. Le monde n'est pas notre propriété. Il n'y a que des pays, des paysages, paysage d'Israël, paysage palestinien. Aucune terre ne nous appartient, elle n'est qu'une promesse non tenable. C'est au contraire nous qui lui appartenons à la terre, avec les lombrics, avec les oiseaux sur l'arbre, et comment vouloir en tant que propriétaire exclure les vers et le nid de l'hirondelle sous le toit de nos maisons. Celui qui croit posséder le monde enlève souvent, celui qui est riche en monde enlève souvent le nid et assainit chimiquement son territoire. Et comment vouloir éradiquer tous les insectes sur les champs dont nous étions estimés propriétaires? Est-ce là la paix que promet l'idée de propriété? Et l'État peut-il légaliser une telle destruction? Vous voyez, propriétaire, c'est imposer le propre de l'homme, c'est faire de l'homme, du propre de l'homme, celui qui se place au centre d'un monde, sans place pour un autre. Le mot pays, à l'inverse, peut engager de nombreux dépaysements, il peut inclure une multiplicité de paysages, notamment ici autour de Jérusalem. L'État, en revanche, n'encourage pas ce dépaysement que réclame un pays. Reste l'espoir qu'il existe probablement une autre route, parce que à s'obstiner dans ce temps des guerres contre tous, ne resterait que la route que McCarthy décrivait récemment dans son roman post-apocalyptique. Serait une toute autre route, évidemment, que celle de Kerouac. Malheureusement. Il faut donc en ouvrir une autre, de toute urgence, retrouver la route de la paix, pays du monde entier. C'était un peu l'international autant que le melting pot américain, société d'amis, de camarades répartis sur toutes les terres. Une confédération qui prenait en charge la mort de l'État totalitaire d'une toute autre manière. Le mouvement ouvrier ouvrant une fuite géographique sur l'Occident. C'est sans doute ce que Marx avait en vue pour l'élaboration d'un monde commun, la fin de l'État, finalement sans frontières. La vision politique occidentale est parfois un poison sous ce rapport, et donc lorsque Derrida revient à l'animal, lorsqu'il dérange la formule de Heidegger pour ce qui concerne la pauvreté de l'animal, voici qu'au lieu de le regretter, il en fera une qualité supérieure, quelque chose comme l'animal de Zarathustra, figure zoroastrienne, la figure d'une annonce quasi messianique. Mais bien sûr, il s'agit d'une animalité qui n'est pas celle de la nature. Ce n'est pas un retour à la nature, c'est plutôt un sursaut d'animalité après la crise de la raison occidentale, c'est-à-dire un ensemble de dispositions dont les commandements ne sont pas ceux du pouvoir, mais plutôt de l'hospitalité comme possibilité que peut-être l'animal nous communique lorsqu'il nous regarde, lui, inquiet, apeuré, lui qui connaît la mort, l'être pour la mort, qui la regarde en face à nul autre pareil. Être pauvre en monde avec l'animal que nous sommes, c'est en tout cas d'épouser les velléités du colon. Être pauvre en monde, c'est d'une certaine manière être riche en pays. Une humanité en train de se dépasser, une fin de l'homme conçue comme une alternative au maître et possesseur d'un territoire. Une déterritorialisation, disons, pour nous rappeler à ce mot difficile à prononcer de Deleuze.
Une toute autre disposition de vie, celle que l'animal peut-être encore pourra nous apprendre, à nous qui ne rêvons que d'installer des patriarcats, des patries de vieux pères. La patrie, c'est donc, oui, l'identification au père. Là, nous sommes fatigués des pères et des frères. Je suis pauvre en monde, c'est alors la formule du juif errant, du juif qui est heureusement sorti d'Égypte, des pharaons, qui est sorti donc de cette logique et qui pour nous pouvait constituer, pourrait constituer un modèle de vie et de paix. C'est la formule de Spinoza pour lequel l'homme n'est pas un empire dans un empire, plutôt l'exercice d'un contre-pouvoir. C'est encore la nature de von Neumann, c'est le coucou d'Einstein, les équations de Weil, dont la sœur également fut extraordinaire, de gauche, enfin, comme tous les grands noms de l'histoire, ensuite sur tout état paternaliste. Et par conséquent, ceux dont la capacité d'accueillir l'autre est infinie, même l'étranger, s'il est capable de reconnaître le pays, les formes de l'hospitalité. Une altérité toujours intégrée dans la pacification ou encore dans un mouvement de rencontre quand nous sommes enfin devenus pauvres en monde. Est-ce que paix, pacification porte une étymologie commune avec paysage et pays? Je ne saurais le dire, mais je préférais en faire l'hypothèse, au nom d'une pauvreté essentielle pour accueillir les souris et les hommes, comme Art Spiegelman les dessine dans Maus. Et cette fois-ci, on peut entendre positivement l'animal selon la manière nouvelle de Derrida pour nous rendre compte que la pauvreté en monde vaut comme un événement pour entrer au pays. Mais ce n'est évidemment ici que le rêve du pays. Ce pays où l'on n'arrive jamais, comme dira le beau roman d'André Dautel, chemin des vérités, au lieu du cauchemar d'un monde en flammes. Et sous condition d'un pays, enfin, afin d'en défendre les géographies plus qu'une histoire fantasmée. Sous condition d'un pays, l'État démocratique, bien sûr, peut et doit se constituer avec pour finalité de garantir le maintien d'une cohabitation, l'expression des différents paysages culturels, polythéistiques, et non travailler à leur destruction réciproque. Polythéisme qui s'applique autant à la France aujourd'hui qu'à Israël, à la Palestine ou à l'Ukraine. Des confédérations réussies loin de tout féodalisme. Alors le paysagiste naît ici en sachant que tout paysage, comme tout pays, est planté de nombreux arbres différents de valeurs et de tons, de couleurs et de températures, d'éléments disparates qui en forment la beauté.